Ils ont dit qu'on n'a pas d'hôpitaux, que ceux qui existent là-bas sont simplement des mouroirs. Ils ont même rajouté qu'on n'avait pas de respirateurs. Pour aller plus loin, ils ont précisé qu'on n'avait pas de masques sur le continent. Encore mieux, qu'on était désordonnés, on ne savait pas respecter des consignes, en gros, des barbares quoi. Et dans ces conditions, ils ont annoncé une catastrophe en Afrique. Ils ont annoncé que le corona allait décimer la population noire. Ils ont annoncé que le corona allait rayer de la carte, si possible, ce continent-là. J'exagère à peine. Avez-vous seulement lu les titres de la presse au sujet du corona en Afrique? Quand on lit ce qu'ils écrivent, on a l'impression que l'Afrique est de très loin l'épicentre de la pandémie. Catastrophe annoncée, bombe à retardement, et j'en passe. Même l'OMS, la très grande OMS, la grande agence, a annoncé 190 000 morts en Afrique. Waouh! Dans un continent qui n'en compte même pas 2000. Plutôt que de reconnaître la science africaine et de venir apprendre aux pieds des Africains, ils ont préféré véhiculer, malheureusement comme souvent, des clichés morbides et toute autre sorte de mensonges possibles et de calomnies sur le continent et sa population. Dans cette vidéo, je vais te parler un tout petit peu de cette crise, le coronavirus en Afrique, mais aussi de l'interprétation et de la médiatisation autour de cette crise parce qu'elle nous apprend énormément de choses. On va donc voir ici ensemble 3 points. Le premier, pourquoi est-ce que l'Afrique résiste mieux que le reste du monde? On prendra l'exemple entre 2 pays, le Sénégal et les États-Unis. Et tu vas être choqué par ce que tu vas apprendre. En deuxième lieu, je vais voir avec toi pourquoi est-ce qu'il y a donc un tel traitement médiatique alors que tout démontre le contraire. Et puis en troisième lieu, je te dirai ce que je pense que tu dois faire et quel type d'action tu dois mener concrètement pour faire avancer le continent. Reste donc jusqu'à la fin parce qu'on a ici aujourd'hui une vidéo superbe riche que je pense tous les noirs de la planète devraient écouter à minima et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette très belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ainsi être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de très loin la première chaîne business de la communauté noire. La deuxième chose, c'est un petit cadeau que je te réserve dans la barre de description. Il s'agit d'un quiz que j'ai créé intitulé « Le Révélateur » qui va te permettre de faire un bilan sur tes finances, histoire de savoir où est-ce que tu en es concrètement. C'est un bilan qui va te permettre de voir tes points faibles et comment t'améliorer pour mieux gérer ton argent. Et puis pour ceux qui veulent se former, rendez-vous sur notre site investiraupayes.com. Rappelons simplement les faits par rapport à cette pandémie-là. Née de Chine, arrivée en Europe, transitée par l'Afrique et l'Amérique et qui aujourd'hui est en train de tuer malheureusement des centaines de milliers de personnes sur la planète. Et malheureusement, on a le sentiment quand on écoute certains médias, quand on écoute certaines élites dans certains pays dans le monde entier, qu'il y a comme une volonté, comme un souhait que l'Afrique soit le lieu dans lequel on retrouve le plus de morts. On dirait qu'il y a des prophètes de malheur qui s'amusent dans leurs écrits, dans leurs revues, dans leurs journaux, à longueur de journée à prédire un malheur qui n'arrive toujours pas. Et comme ce malheur n'arrive pas, ils insistent. Et en insistant, malheureusement, ils se ridiculisent. Voyons donc ensemble en premier lieu pourquoi est-ce que le continent africain finalement a mieux résisté que prévu. La première chose, c'est sa population. Vous savez, la population africaine qu'on décrit tant. Emmanuel Macron disait encore aux Africains récemment qu'ils ne devraient pas avoir autant d'enfants. En réalité, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Peut-être faire comme la population européenne, laisser vieillir la population sans la renouveler pour être malheureusement dans une position aussi fragile que c'est le cas actuellement. Le coronavirus, pour ceux qui l'ont oublié, malheureusement frappe beaucoup plus les personnes âgées, ayant plus de 65 ans. Or, quand on se tourne vers le continent africain et qu'on regarde les statistiques, les personnes qui ont plus de 65% dans certains pays représentent moins de 3% de la population. Et pourtant, en Europe, on a des pays là où cette même catégorie de personnes représente jusqu'à 30% de la population. Et donc forcément, quand le coronavirus arrive, il frappe beaucoup plus massivement les pays où on a malheureusement des personnes les plus âgées. Donc la jeunesse de la population africaine est un atout énorme. Et ceux qui avaient encore un doute peuvent s'en rendre compte maintenant. De ce point de vue-là, le continent en meilleure santé dans le monde entier, c'est le continent africain. Et il ne faut pas penser que cette bonne santé est simplement due à la jeunesse. Cette bonne santé est aussi due à l'alimentation.
De manière générale, les Africains se nourrissent de manière beaucoup moins polluée que ce que l'on peut trouver dans le reste du monde. On cultive très peu d'OGM sur le continent africain et les gens mangent encore beaucoup des repas directement issus de la terre. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont obèses sur le continent parce que les gens se déplacent encore beaucoup à pied et donc les circonstances font qu'il y a globalement une bonne santé des personnes qui sont sur le continent africain. Il est donc important de le rappeler ici, la population africaine est un atout. Et non seulement c'est un atout, c'est aussi quelque chose qu'on lui jalouse parce que l'Europe, l'Amérique, l'Asie rêveraient d'avoir des populations dans lesquelles la moyenne d'âge est en dessous de 25 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que ces mêmes pays-là, aujourd'hui, ont des politiques migratoires dans lesquelles ils acceptent en masse des étrangers pour permettre d'assurer un certain niveau de vie économique dans leur propre pays dans les années à venir. Voilà pourquoi l'Allemagne, la France et les autres pays d'ailleurs ont des politiques d'immigration assez fortes. D'une part, on donne le sentiment de repousser les immigrés, alors que d'autre part, on les accueille parce qu'en réalité, on sait que c'est eux qui vont constituer l'avenir du pays. La deuxième chose, et ça c'est peut-être un peu plus surprenant, c'est le respect des consignes. On aime présenter l'Africain comme quelqu'un de désordonné, comme quelqu'un de barbare, quelqu'un qui n'est pas capable de discipline. Et pourtant, cette crise nous démontre bien que là aussi, il n'en est rien. Les Africains, pour leur plus grande part en tout cas, ont pris au sérieux ces consignes, ils les ont respectées, les ont appliquées. Et là où on les a confinés, ils ont accepté d'être confinés, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays en Europe. On n'a qu'à voir par exemple ici en France, ce qui s'est passé quand on a permis aux gens de pouvoir continuer de circuler, mais en restreignant certaines libertés. Tout le monde était dans des parcs sans aucun respect du tout. Et bien évidemment, ceci a contribué à massivement propager le virus dans un pays comme la France, mais aussi dans les autres. L'Occident a démontré par là que lui qui semble souvent donner des leçons aux autres n'était pas capable, malheureusement, de pouvoir se les appliquer lui-même en termes, par exemple, d'exigence de respect des règles. Quand il a s'agit de parler des masques, on a vu des gouvernements comme le gouvernement français tergiverser, faire des allers-retours. Oui, on le met, non, on ne le met pas, il est important, il n'est pas important. Alors qu'en Afrique aujourd'hui, une grande partie des populations mettent des masques, une grande partie des populations respectent les gestes barrières et ceci, bien évidemment, contribue aussi aux résultats que l'on a. Ces résultats ne sont donc pas le fruit du hasard. Mais il faut aussi souligner qu'en termes de réactivité, les pays africains ont été beaucoup meilleurs que les pays européens. On a laissé la crise, on a laissé la pandémie arriver en Europe et s'installer avant de commencer à prendre certaines mesures. Alors qu'en Afrique, très rapidement finalement, par rapport aux Européens, même si je pense que là aussi, les Africains auraient pu faire encore mieux, mais très rapidement, comparé à leurs homologues européens, les pays africains se sont mis en ordre de bataille pour combattre cette pandémie. Alors attention, là aussi sur le continent, bien évidemment, il y a quelques inégalités, mais de manière globale, la réaction a été beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive sur le continent qu'en Europe. Prenons par exemple un pays comme le Maroc, qui depuis le 7 avril utilise des masques systématiquement. En France, ce n'est toujours pas le cas. Et pourtant, on est à la mi-mai. Cette crise a aussi permis de démontrer des initiatives qu'il faut saluer sur le continent africain. Le Sénégal, par exemple, a pu mettre sur pied des kits de tests qui permettaient de pouvoir tester 10 fois plus rapidement. Madagascar a créé le Covid Organics, dont on a déjà parlé sur cette chaîne et qui a créé un tollé international et pour lequel aujourd'hui, par contre, il est démontré, au moins à Madagascar, qu'il semble fonctionner. Le pays n'enregistre pas de décès. Et pourtant, tout le monde est là à essayer de lui donner des leçons. Commencez déjà par traiter les malades chez vous avant de venir donner des leçons aux gens qui n'en ont pas. Et comme le président Malgache l'a rappelé, si ce Covid Organics avait été créé par une société occidentale, par un pays occidental, il n'y aurait pas autant de suspicions sur lui. On l'aurait pris en abondance en Europe et on aurait commencé à le consommer. Mais comme il vient d'Afrique et qu'apparemment certains avaient un autre agenda, certains avaient préféré peut-être qu'on vaccine la population, alors il faut peut-être détruire ce Covid, il faut peut-être le ridiculiser pour forcer le passage d'autres choses. Oui, parce qu'en Europe aujourd'hui, on n'attend qu'une seule chose, les vaccins. Les sacro-saints vaccins. Il faut vacciner. L'Europe a toujours la même solution pour les mêmes mots, les vaccins. En Afrique, on a une pharmacopée, on a des traitements locaux. On n'a pas l'habitude, contrairement aux Européens, d'être tout le temps dans des pharmacies à acheter des produits exorbitants. On se sert donc beaucoup des produits de la nature. Et ceci fait que les Africains ont une immunité beaucoup plus importante que les autres. Mais pourquoi vous voyez les résultats et le décalage entre ces deux-là? Prenons un exemple tout simplement entre le Sénégal et les États-Unis. Ces deux pays-là ont eu leur premier cas quasiment en même temps. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez un peu la différence de bilan? Les États-Unis, 85 000 morts. C'est dommage. Le Sénégal, 25 morts. Est-ce que vous voyez un peu l'écart abyssal entre ces deux gouvernements? Le Sénégal, 25 morts. Et de l'autre côté, les États-Unis, 85 000 morts. Il n'y a pas photo. Et pourtant, c'est en Afrique que l'OMS demande de s'alarmer. C'est en Afrique que l'OMS dit « Attention, attention !» Mais l'Europe a 150 000 morts, messieurs OMS. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe? Les États-Unis, 85 000 morts. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il n'y a qu'en Afrique qu'on s'alarme.
là où on a moins de 2000 morts. Attention les amis, un peu de sérieux. Pourquoi donc cet afro-pessimisme? Pourquoi est-ce que les médias, entre autres les élites occidentales, continuent donc de voir l'Afrique uniquement sous un spectre négatif, à tel point que l'on veuille donner l'impression que le mal est né depuis l'Afrique et que l'Afrique reste le continent, le petit frère, l'enfant qui n'est capable de rien du tout et que l'on doit assister en permanence, à qui on doit dire ce qu'il doit faire, à qui on doit démontrer quel est le chemin. La France vient pour aider l'Afrique en mettant de l'argent sur la table alors qu'elle ne parvient pas elle-même à soigner ses propres cas. Comment expliquer ce type de politique? Si ce n'est une volonté de continuer de maintenir sous une certaine dépendance tout un peuple, tout un continent. Mais cette époque, elle est révolue parce qu'aujourd'hui, nous avons compris ce qui se passe et nous ne pouvons plus nous taire face à ce genre de manigance. La première chose, c'est qu'il y a une volonté de maintenir dans l'imaginaire des gens une certaine Afrique. Il faut que les gens continuent de penser que l'Afrique, c'est l'endroit où il y a la pauvreté, l'Afrique, c'est l'endroit où il y a la misère, l'Afrique, c'est l'endroit où on ne sait pas se soigner, l'Afrique, c'est l'endroit, en gros, où il ne faut pas aller. Il faut maintenir cet état-là dans l'esprit des gens. L'Afrique, c'est le petit enfant qu'on voit avec des mouches autour de lui qui est rachitique, malade et qui a besoin d'un peu de bouillie. Et donc, c'est toujours cette image d'un continent en souffrance qui est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même et à qui il faudrait tendre la main. C'est bien ce que le président Macron dit dans son discours. D'ailleurs, quand il explique en France qu'on doit aider l'Afrique, il dit nous sommes dans la souffrance, dans la difficulté, mais pensons à nos frères africains que nous devons aider. Ah bon? Mais attends un peu, le feu brûle chez toi et tu veux venir m'aider alors que chez moi, il n'y a pas de feu? Quelle est cette logique-là? Finis d'abord d'éteindre le feu chez toi. Démontre que tu sais gérer un feu. Et peut-être qu'on pourra t'appeler si nous, on a un besoin. Mais tu n'as même pas fini de gérer le feu chez toi. Tu commences déjà à dire que tu vas gérer le feu chez le voisin? Waouh! Quand on sait qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, on pourrait donc se poser la question de savoir quels sont les intérêts qu'on nous cache. Enfin, qu'on nous cache. Qu'on essaie de nous cacher. Oui, il y a aussi cette volonté-là de maintenir cette idée selon laquelle l'Europe est de l'Afrique. Vous savez, il y a encore beaucoup de gens qui croient ça, qui croient qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui reçoit de l'aide de tout le monde. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est ce qui sort de l'Afrique. On voit juste la main tendue que l'on donne à l'Afrique, mais on ne voit pas la main qui est sous la table, qui retire des choses de l'Afrique. Il faut juste avoir conscience que les aides au développement que l'on envoie en Afrique ne représentent pas grand-chose en réalité. Même la diaspora africaine envoie plus d'argent sur le continent que les aides au développement que l'on reçoit sur place. Quelle est donc la valeur de cette aide-là? Quelle est donc cette aide que l'on reçoit depuis les indépendances et qui n'a jamais aidé personne à se développer? C'est plutôt de l'assistanat en réalité dans lequel on veut maintenir les peuples en Afrique. Mais allons un peu plus loin. Parlons aussi de ces multinationales qui se servent abondamment sur le continent. Et il y en a plusieurs qui aujourd'hui, bien évidemment, font de l'argent sur le continent, exfiltrent leur argent du continent sans avoir à payer d'impôts ni de taxes au travers de montages financiers complexe. Voilà la réalité donc du continent. Je l'ai déjà dit ici dans cette chaîne, on n'est plus à une époque dans laquelle la guerre se fait avec des armes qu'on te met à la tête. La guerre est économique et les armes aujourd'hui ce sont des entreprises. Voilà pourquoi nous devons créer des entreprises puissantes. Mais aujourd'hui, les multinationales viennent sur le continent africain et se servent parce qu'il y a des boulevards. Et pourquoi il y a des boulevards? Parce que vous et moi ne prenons pas nos responsabilités et ne créons pas sur place la richesse qui doit être créée. Et comme les gens trouvent de la place disponible et que bien évidemment ceci se fait aussi avec la complicité de certains de nos gouvernements, eh bien c'est comme un boulevard libre, vierge, tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut, quand et comme il le désire, malheureusement. Mais la troisième raison pour laquelle je pense qu'ils font ça, c'est aussi parce qu'ils veulent en réalité détourner notre attention du continent. Nous, diaspora africaine. Parce que le pire dans tout ça, c'est que les Africains eux-mêmes ont fini par croire à cette manipulation et à ces mensonges. Et c'est ça qui est le plus dommageable à mon avis. C'est quand tu finis par ne plus croire en toi-même, ne plus savoir de quoi tu es capable et ce qui t'appartient réellement. Quand tu finis par croire que tu es l'incarnation de la pauvreté, que tu es l'incarnation de tout ce qu'il y a de mal, que ta couleur de peau est un problème, que tes cheveux sont un problème, alors tu veux te dépigmenter, alors tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que tu as fini par intégrer que toi-même tu n'es pas assez bien et que finalement c'est une autre image qui te correspond le mieux. Ça, c'est le problème que nous avons intériorisé et bien évidemment qu'il faudrait régler pour pouvoir avancer de manière sereine vers notre avenir. Je suis toujours très triste quand je vois un noir dire qu'il n'aime pas l'Afrique. Quand je vois un noir parler en mal de l'Afrique, non pas qu'on ne puisse rien lui reprocher, bien sûr que non. Mais si tout ce que l'on retient du continent, ce n'est que le négatif, alors malheureusement, on n'a qu'une version de l'histoire. Parce que toutes les histoires ont souvent deux versions. Malheureusement, l'Occident nous présente une version, celle qui l'arrange, celle qui aliène la population en Occident, et malheureusement, à laquelle on croit nous-mêmes. Mais nous devons écrire notre propre histoire. Nous devons raconter nous-mêmes nos propres contes et parler de ce qui se passe chez nous. Mais pour ça, il faudrait que nous y soyons présents. Ce qui nous conduit au troisième point.
Qu'est-ce que tu peux donc faire à ton propre niveau? La première chose, je pense, c'est que tu devrais réellement revoir ton image du continent, revoir ta perspective du continent, revoir ta manière avec laquelle tu analyses ce qui se passe là-bas et réaliser qu'il y a plein de potentiel sur le continent. Ne plus tomber dans les pièges de ceux qui veulent te faire croire que parce que tu n'es peut-être jamais allé en Afrique, alors tu n'as rien à y faire. Je m'adresse ici aux frères des îles. L'Afrique, c'est la maison. Vous y êtes les bienvenus et ne laissez pas quiconque vous faire croire que ce n'est pas du tout votre place parce que ça, une fois de plus, c'est faux. Mais là aussi, je voudrais parler aussi aux frères de la diaspora qui ont quitté le continent pour venir en Europe et qui ont fini par croire que l'Europe c'était le paradis, l'Afrique c'était l'enfer et qui ne veulent plus y retourner. Chers amis, vous aussi, vous êtes tombés dans un gros mensonge. L'Afrique, c'est la terre-mère. L'Afrique, c'est l'endroit où il y a les plus belles opportunités au monde aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que les investisseurs se ruent sur le continent africain. Parce que là-bas, c'est l'Eldorado. L'évolution du monde est cyclique, les amis. L'Afrique a eu son heure de gloire autrefois. L'Asie a eu son heure de gloire. L'Europe a eu son heure de gloire. L'Amérique a eu son heure de gloire. Le cycle va recommencer, les amis. L'Afrique, à nouveau, va avoir son heure de gloire. La vraie question, et c'est le seul enjeu, est-ce que tu vas y participer? Est-ce que tu seras toi aussi part de cette équation-là? Ou alors tu seras juste du côté de ceux qui se plaignaient et qui quelques années après vont dire « Oh mais c'est pas possible, on m'avait proposé ci, on m'avait proposé ça, j'y ai pas cru. » Ben oui, à qui t'en prendras-tu si ce n'est toi-même? L'Afrique est là, te regarde, te propose des opportunités. Et pour être d'autant plus pratique dans cette vidéo, je voulais te proposer de nous rejoindre dans un programme que j'ai créé pour permettre à ceux qui ont un peu d'argent de pouvoir investir sur le continent, de mettre leur argent là-bas pour avoir des rentabilités en Afrique qu'ils n'auront nulle part ailleurs. J'ai créé un programme que tu trouveras en barre de description et que je te permets de pouvoir avoir encore très rapidement avec une promotion. L'idée, c'est que tu nous rejoignes dans ce programme-là, que l'on travaille ensemble pour assainir tes finances et derrière te donner les outils et surtout les niches d'investissement dans lesquelles tu peux te lancer en Afrique pour avoir des rentabilités, certes, mais surtout avoir de l'impact. Parce que l'argent pour de l'argent, ce n'est pas intéressant. Par contre, avoir un impact, changer des vies, faire avancer les choses, ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est ce que je te propose très concrètement en résumé de tout ceci. Si tu prends cette vidéo et que tu la partages aux gens, tu fais une bonne chose. Mais si en plus d'avoir partagé, tu t'engages toi-même à devenir quelqu'un qui va mettre son argent pour que l'économie africaine se relève, eh bien là, tu seras clairement devenu quelqu'un de redoutablement efficace. Parce que tant que l'on ne fait que parler, en réalité, on n'est pas redoutable. Mais dès que l'on se met ensemble et que l'on commence à bâtir des initiatives comme celles que je suis en train de bâtir dans ces programmes-là, eh bien crois-moi, on devient très dangereux. En réalité, on devient ce que moi j'appelle des acteurs de changement. Prends donc cette opportunité, prends ta vie en main et décide de passer de l'autre côté. Rejoins-nous dans la barre de description, le lien est là, il t'attend. Et puis pour les autres, je vous dis, partagez la vidéo et à très bientôt.